Pour clôturer cette matinée, je vous propose maintenant de découvrir ensemble l'étude de l'Institut de l'entreprise intitulée « L'entreprise full RSE ». Cette étude nous est présentée par Paul Alibert qui va nous rejoindre d'ici quelques instants sur scène. Il est directeur général de l'Institut de l'entreprise et nous l'accueillons. Paul Alibert, soyez le bienvenu. Je vous laisse prendre tout le temps qu'il faut pour vous installer. Bonjour Annabelle Baudin, vous allez bien ? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Alors peut-être quelques mots d'abord pour vous présenter, pour nous dire ce qu'est l'Institut de l'entreprise. Ben écoutez, je vais vous répondre. J'aimerais commencer par adresser quelques salutations et remerciements. Merci au MEDEF, merci à la FMD d'avoir organisé ce beau colloque. Je pense que c'est très important. J'aimerais commencer par une petite histoire d'ailleurs. Nous l'écoutons. J'étais avec un chef d'entreprise il n'y a pas très longtemps et je lui demandais quels étaient, c'est un patron d'une banque, et je lui demandais quels étaient les grands sujets qui lui paraissaient attendre les entreprises. Je m'attendais à ce qu'il parle de la situation internationale, je m'attendais à ce qu'il parle de l'inflation, je m'attendais à ce qu'il parle de tous les sujets en fait, qui font l'actualité. Et en fait, il m'a dit que d'après lui, ce qui est le plus important, c'est de savoir si les entreprises arrivent à se transformer assez vite pour refléter les évolutions de la société. Et donc, je pense que c'est très bien qu'on ait des moments, comme aujourd'hui, comme cette semaine, où on peut prendre du recul par rapport au sujet de la diversité, notamment, pour savoir si l'entreprise reflète correctement, notamment dans ses niveaux managériaux, les évolutions de notre société. Je pense que ça, c'est vraiment majeur. Donc, merci, du coup, d'autant plus pour ces occasions qui nous sont données d'en parler. Et puis, merci de nous donner l'occasion aussi de parler de l'entreprise full RSE, qui est, je pense, l'entreprise qui, justement, a réussi à ce virage d'adaptation à la société et à ses évolutions. Alors, dans l'ordre, qu'est-ce que l'Institut de l'entreprise ? Alors oui, je ne vous ai pas répondu. L'Institut de l'entreprise, donc un certain nombre d'entre vous connaissent, mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc je vais réexpliquer rapidement ce point-là. En fait, c'est une association d'entreprises qui a été créée en 1975 et dont l'idée de départ était que les dirigeants d'entreprise disposent d'un lieu pour partager leur point de vue sur ce que les entreprises doivent faire pour s'adapter à la société précisément. Je pense que c'est important de revenir sur le contexte de création parce que, en fait, à ce moment-là, l'économie française traversait, les entreprises sortaient de plusieurs chocs importants. Il y avait eu d'abord mai 68, une révolution culturelle, et puis les chefs d'entreprise qui découvrent qu'en fait on leur jette des pavés, qu'il y a des grandes grèves partout et qui finissent par se dire mais personne ne comprend ce qu'on essaye de faire. Deuxième grand choc, c'était la crise économique, le choc pétrolier 73-74. Donc là, c'était aussi... on en a aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'ont pas connu cette époque. C'était vraiment une époque de grande incertitude et de grandes difficultés économiques. Et puis il y avait aussi un autre choc qui va nous ramener sur le sujet de l'entreprise full RSE, qui était finalement lié à la pensée économique qui était apparue et s'était développée outre-Atlantique, qui était probablement, dont Milton Friedman est considéré comme un des grands héros, qui disait en fait l'entreprise, elle a une fonction, et surtout elle a une mission dans la société, c'est maximiser la profitabilité pour les actionnaires. Le reste, c'est de la littérature. Et en fait, on a quand même en France à ce moment-là une réflexion qui est de dire mais nous, en fait, on ne croit pas vraiment à cette vision des choses. Nous pensons que l'entreprise a une mission plus large dans la société, qu'elle a des objectifs qui sont pluriels. Il n'y a pas que l'objectif de la profitabilité qui est nécessaire et qu'il faut développer, mais il y a tout le reste de ce que l'entreprise apporte à la société. Et l'Institut de l'entreprise, en fait, depuis cette époque-là, est consacré à essayer de mettre en valeur, à illustrer, à développer ce qui se dit dans l'entreprise, ce qui se fait dans l'entreprise, les témoignages de terrain sur justement l'extension de ces missions et sur comment elles sont mises en œuvre. Très bien, merci pour cet éclairage. Alors, vous nous présentez l'étude l'entreprise full RSE. Qu'est-ce que l'entreprise full RSE ? De quoi s'agit-il ? C'est vrai que c'est un terme qui commence à s'installer dans le paysage, mais qui est relativement récent. En fait, l'idée, elle est simple, c'est de dire que la RSE, ça a été une étape.
La RSE, la mise en place de la RSE, je pense qu'elle a vraiment accéléré après, on va dire 2008, après la crise. Les entreprises se sont rendues compte, pour beaucoup d'entre elles, qu'elles étaient challengées par des nouveaux acteurs, des disrupteurs. Elles se sont rendues compte aussi qu'elles avaient besoin de remettre en musique et le récit de leur propre action, remettre à jour leur mission. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à créer un nouveau métier dans l'entreprise, des directions de la RSE. Responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Comment est-ce que l'entreprise essaye d'assumer justement l'ensemble de ses missions dans la société? L'entreprise full RSE, c'est l'entreprise finalement qui a passé l'étape de créer une direction de la RSE et qui maintenant se préoccupe de mettre en place dans tous les métiers, dans toutes les organisations, dans tous les business models, en fait, à tous les niveaux de l'entreprise, la réalité de l'exercice de sa responsabilité sociale et environnementale. Dans les produits, dans les méthodologies, dans la manière de recruter, dans la gouvernance, etc. Donc, nous, notre sujet, c'était donner la parole aux dirigeants d'entreprise pour voir comment ils font et surtout quels sont les défis qu'ils pensent devoir surmonter d'ici 2030 pour avoir vraiment réussi à intérioriser complètement les exigences de la RSE dans tous les niveaux de leur organisation, de leur métier, de leur production, etc. Et ça, pour ça, on s'est dit, mais l'important, c'est aussi que ça passe dans les enseignements auprès des jeunes. Et donc, on va impliquer tout de suite dans ce projet les enseignants à travers une autre association qui s'appelle la FNEJ, qui justement fédère au niveau national les enseignants d'économie et de gestion pour leur permettre de partager leurs travaux sur l'entreprise. On a aussi eu le concours d'entreprises qui sont très impliquées sur le sujet ou qui ont une expertise particulière. Je pense en particulier à PwC qui nous a beaucoup accompagnés, donc qui nous a notamment apporté un encadrement très fort sur le plan méthodologique. Et donc nous avons ensuite rassemblé un très grand nombre d'entreprises, puisqu'il y a 100 entreprises qui sont venues participer aux ateliers. Et chaque atelier consistait à aller regarder dans une ligne de métier comment la RSE était en train d'être mise en œuvre pour de vrai sur le terrain. Donc c'est vraiment une approche bottom-up, c'est-à-dire on part du terrain, on va voir ce que font vraiment les gens, et on décrit, on fait une sorte de portrait robot de l'entreprise full RSE, ligne de métier après ligne de métier. Alors on n'a pas vu toutes les lignes de métier dans le premier temps, mais on en a eu par exemple la RH. Je prends cet exemple-là. Donc, on a été travailler avec la NDRH, qui est l'Association nationale des directions des ressources humaines, qui justement est l'association professionnelle clé dans les métiers de la RH. Et donc, à chaque fois, dans chaque métier, on a été chercher l'association clé des entreprises, des dirigeants. Donc, il y a 240 dirigeants qui sont venus témoigner dans ces ateliers. Et ça a permis, finalement, entre le monde enseignant, les dirigeants, les associations professionnelles clés, de créer une véritable dynamique de place. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une chose qu'il faut voir, c'est que ça n'existe nulle part dans aucun autre pays. Oui, c'est une spécificité française. Je pense que c'est une spécificité française. En fait, j'ai fait un peu mon travail de regarder ce qui se passait ailleurs. Il y a beaucoup d'initiatives sur la RSE dans tous les pays du monde. Mais ce travail-là de terrain, d'aller chercher les entreprises, les associations professionnelles et de s'assembler avec le monde enseignant pour travailler sur comment se met en place la RSE, quels sont les défis à surmonter, comment les gens s'y prennent et qu'est-ce qu'il faut faire passer tout de suite dans les enseignements pour que ça permette d'aller plus vite. Ça, c'est vraiment original, c'est nouveau et je pense que ça traduit une forme de maturité particulière de la place de Paris sur le sujet de l'adoption de la RSE. Très bien, alors justement, que nous dit cette étude ? Alors, je ne peux pas partager l'ensemble de cette étude avec vous, mais d'abord, pour ceux qui sont ici, je pense que vous pourrez retrouver cette étude sur les présentoirs devant la salle. Et puis, bien sûr, elle est disponible en ligne. Vous allez sur le site de l'Institut de l'entreprise, vous allez la trouver sans problème. Cette étude, je vais juste partager quelques enseignements qui me paraissent importants. D'abord, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on est en train de vivre une bascule conceptuelle majeure. Pendant des siècles, on a considéré un certain nombre de choses comme des ressources pour que l'entreprise puisse se développer. Bien sûr, d'ailleurs on dit direction des ressources humaines, donc les personnes, les ressources. La nature, la société qui nous entoure, le régime de liberté,
la technique, le savoir, le système éducatif, tout était ressources pour que les entreprises puissent réussir. Et c'était leur mission. Aujourd'hui, tout se retourne. Ce qu'on attend des entreprises, c'est exactement l'inverse. On attend que les entreprises soient au service des ressources qui, naguère, étaient à leur service. On attend que les entreprises soient au service du système éducatif. On attend que les entreprises soient au service de l'environnement. On attend que les entreprises soient finalement au service même de la liberté. Donc je pense que ça, c'est vraiment un retournement absolument colossal et on n'a pas encore pris toute la mesure de ce que ça implique. Deuxième enseignement que je veux partager avec vous aujourd'hui, qui est important, c'est que on est vraiment dans le contraire d'une utopie. Là, on est sur quelque chose qui part du terrain, qui correspond aux attentes des collaborateurs, des clients, et finalement, on est en train d'essayer de mettre en place une sorte de satisfaction citoyen produite par l'entreprise au même titre que la satisfaction client. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de se passer. Enfin, je vais prendre un dernier point, et puis le reste, vous pourrez le découvrir dans l'étude. C'est que nous, ce qui nous a frappé, c'est que dans chaque ligne de métier, le témoignage des opérationnels, c'était « nous souhaitons être des stratèges de la transformation RSE de l'entreprise. Nous pensons que notre fonction doit pouvoir apporter quelque chose pour le pilotage de cette mutation. » En fait, tout le monde veut vraiment s'impliquer. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être le pilote au même niveau de la transformation de l'entreprise, mais en revanche, ce que ça montre, c'est que tout le monde veut participer. Et je pense que c'est quand même pour ça qu'on se lève le matin, c'est pour être fier de ce qu'on fait. Et la RSE, c'est un élément important pour la fierté de chacun. Très bien. Alors merci pour ces enseignements, mais est-ce qu'on n'est pas non plus un peu dans la communication, genre quid de la sincérité dans cette démarche? On peut très bien se dire, cette étude, c'est un énième outil de communication pour les entreprises, c'est du maquillage. Alors c'est quelque chose qu'on entend souvent. En fait, je pense que la question se pose autrement. Il y a 4 enjeux importants. J'en ai parlé d'un, c'est la fierté. Est-ce qu'on est motivé pour aller au boulot? Et ça, effectivement, si dans une entreprise, d'ailleurs ça a été dit très bien tout à l'heure par Dominique Carlac, dans le sondage, on voit bien que la question de la présence ou l'absence d'une démarche RSE dans l'entreprise a un impact énorme, notamment sur les nouvelles générations, mais c'est vrai aussi pour toutes les générations maintenant. Donc, les 3 autres enjeux, c'est en fait finalement d'abord le sujet de la compétitivité en tant que producteur. Aujourd'hui, si on n'a pas de démarche RSE, il y a un problème de compétitivité parce que les marchés et les consommateurs attendent quelque chose de différent. Il y a un problème d'attractivité en tant que marque employeur. Quand on n'a pas de démarche RSE, c'est de plus en plus difficile finalement d'attirer des bons profils. Et on sait que sur un certain nombre de fonctions, en France, mais c'est vrai partout dans le monde, il y a un vrai problème pour attirer les compétences et même pour les garder quand elles restent dans l'entreprise. Quand des gens on parle beaucoup de silent quitting aujourd'hui. Les gens, en fait, sont au boulot, mais un peu comme des passagers clandestins. C'est une réalité qui a toujours existé, mais qui s'amplifie aujourd'hui. Je pense que ce sujet-là, c'est la preuve qu'en fait, il y a un problème d'adhérence et de motivation par rapport au projet, au fonctionnement de l'entreprise. Puis le dernier point, c'est la crédibilité. En tant que vendeur. Une entreprise, ça vend des choses. Si on n'a pas de démarche RSE et qu'on n'est pas capable finalement de montrer qu'on a été respectueux de la société et de l'environnement dans la manière de produire, ou qu'on est en tout cas en train d'améliorer les choses, eh bien, je pense qu'on perd des parts de marché aujourd'hui. Je pense qu'au-delà de la question de la sincérité, donc en fait, d'abord, il y a des nécessités pragmatiques qui font que les gens sont en train de bouger sur le terrain. C'est vrai qu'il me semble que on est sorti vraiment du domaine de la communication. En revanche, je pense qu'il y a un sujet de communication externe. La ministre en a parlé tout à l'heure, j'ai envie d'en reparler aussi. On n'est pas sorti de l'ère de la suspicion. Précisément, je pense que le gap entre la réalité de ce qui se passe à l'intérieur et la perception à l'extérieur, qui peut justement être encore de l'ordre de la suspicion, c'est communiquer mieux et plus qui va faire la différence. D'autant plus qu'il y a aujourd'hui encore des enjeux considérables que cette étude a montré et qui ne sont pas du tout réglés. Alors, si on a encore un peu de temps, je peux vous en parler. Quelques minutes, oui, ça sera peut-être l'avenir de cette étude, la suite, ouais. La quid de la saison 2, j'ai envie de vous dire. On a besoin d'une saison 2. En fait, on a commencé déjà à travailler dessus. Les entreprises et les dirigeants qui ont participé sont bien sûr motivés. On a besoin de travailler des nouvelles
lignes de métier, puisque tout le monde ne s'est pas exprimé dans le cadre de ces 10 premiers ateliers qui ont fondé en fait la collecte de ce qui se passe dans l'entreprise. Je prends un exemple, les directions des risques. On a besoin de faire un travail autour de la direction des risques, les directions commerciales aussi. On a besoin de bosser là-dessus. Aujourd'hui, c'est des fonctions qui sont entre guillemets pas passées encore à la casserole, de devoir se mettre autour d'une table et s'exprimer sur ce qui va se passer d'ici 2030. Donc on a ce sujet-là qui est en cours. D'autant plus que cette première phase de l'étude, qui a été présentée en juin dernier, a pointé des enjeux qui nécessiteront beaucoup de travail, de communication externe, mais aussi de rationalisation interne. Je vais prendre 3 petits exemples. D'abord, la question du temps. Une usine de chimie fine, pour prendre un exemple, c'est au minimum 300 millions d'euros d'investissement initial et 4 ans de mise en place. Donc, si on dit qu'aujourd'hui, on a vu avec l'histoire du Covid, on a besoin d'avoir une filière chimie fine en France plus développée pour pouvoir refaire par nous-mêmes du paracétamol, par exemple, ou des composants pour les vaccins, si on veut relocaliser ça, si on considère que c'est ça aussi être plus responsable que finalement de délocaliser et de produire peut-être moins cher, mais dans des conditions peut-être moins bonnes, plus loin, il faut qu'on anticipe énormément. Et donc quand il y a un discours d'injonction, une culture du décret notamment de la part des pouvoirs publics, moi je dis attention, il faut être plutôt dans une culture de l'anticipation et du dialogue, parce qu'on ne va pas transformer les modèles économiques ni les appareils industriels en 3 ans quand ça demande de tels investissements et autant de temps de mise en place. Un deuxième enjeu, c'est réussir à articuler l'intérêt général avec l'intérêt privé. J'ai beaucoup de témoignages d'entreprises. Je pense à par exemple une entreprise qui est dans le domaine de la prospection dans les hydrocarbures. Leurs ingénieurs, par eux-mêmes, se sont organisés pour essayer de trouver des méthodes qui permettent que la prospection sismique soit moins nocive pour l'environnement. Et ils ont fait d'énormes avancées. Et alors l'entreprise pourrait se féliciter en disant nous, on va une proposition de valeur renforcée, et pour nous, c'est bon parce que ça va nous permettre de croître. Mais en fait, les ingénieurs n'ont pas vu les choses comme ça sur le terrain, et ils ont été partagés avec leurs camarades dans plein d'autres entreprises, ces procédés, en disant c'est d'intérêt général. Donc là, il y a quand même le sujet de savoir, et il y a un sujet de conflit de génération aussi derrière ça, c'est que les jeunes ont vu les choses différemment de ceux qui sont en situation managériale. Donc là, il y a encore un deuxième exemple, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se mettre d'accord dans l'entreprise sur l'articulation entre intérêt général et intérêt privé. Et puis le dernier point, et je finis avec ça, c'est la question de la formation. C'est qu'aujourd'hui, on peut s'interroger, est-ce que dans les facs, est-ce que dans les écoles, on apporte aux jeunes une bonne compréhension des enjeux qui sont nécessaires pour réussir la mutation de l'entreprise full RSE, ou est-ce qu'il va y avoir une sorte de désillusion en arrivant en entreprise? La question du temps est un très bon exemple. C'est qu'il y a une confrontation entre l'envie de transformation immédiate et l'idéalisme finalement des jeunes qui arrivent en entreprise, et puis la réalité de ce qui peut se faire sur le terrain. Quand on se retrouve avec un outil industriel à transformer à l'échelle mondiale pour des investissements qui avaient été prévus au départ pour 30 ans et les faire transformer, finalement, il faut prévoir une dizaine d'années. Donc, est-ce qu'on a la patience quand on est jeune? Ça, c'est vraiment un sujet d'éducation, je pense, et de formation, de ramener ce qui peut être de l'ordre de l'idéalisme sur le terrain de la transformation concrète. Voilà. Donc, mes grands messages, en fait, finalement, c'est, je pense qu'il faut écouter le terrain, et dialoguer avec ceux qui sont sur le terrain. L'intelligence, elle est sur le terrain, elle est dans les entreprises, il faut aller chercher les témoignages en entreprise, ça se passe dans le cadre de l'entreprise full RSE. Vous êtes à la tête d'une entreprise, ça vous intéresse, vous nous contactez et vous faites partie de la prochaine session de travail sur les lignes de métier. J'en ai cité 2, mais il y en a plein d'autres qu'on va faire. Et puis le dernier point, je redis ce qu'a dit effectivement la ministre auparavant, et je ne peux qu'être d'accord. Je pense qu'il ne faut pas que le terrain de communication sur l'entreprise alimente l'ère du soupçon, alors que tant de choses bougent sur le terrain. On ne peut pas se dire qu'on se concentre sur son métier, sur ses petites activités, et on laisse le terrain de la communication publique être tenu uniquement par les détracteurs de l'entreprise, qui n'apportent rien, en fait. Nous avons besoin que les entreprises s'expriment, c'est un besoin d'intérêt général, et donc il faut raconter ce qu'on fait dans son entreprise. L'ère de la pudeur
d'une pudeur mal placée sur le fait qu'on fait des choses bien, elle est terminée. Nous faisons des choses bien en entreprise et ça doit se savoir. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et ça sera le message de la fin de cette première partie. Merci à tous pour votre attention. Merci Paul Alibert.